Bonjour, je vous propose donc l'analyse de la sixième partie. Guelfand ici a les blancs. Il continue son exploration du pion dame donc en jouant D4. Anand répond D5. Jusqu'ici, cette réponse symétrique est plutôt satisfaisante pour lui. Il est logique donc de continuer sur cette voie. C4, donc contestation du pion central. C6, les noirs souhaitent consolider donc le pion D5 et joue la défense slave. Cavalier C3, cavalier F6. Pour le moment, les blancs donc continuent sur le même tempo que les autres parties jouées avec Guelfand. E3. Donc en fait, nous rencontrons toujours cette disposition de pièces blanches avec Guelfand, c'est-à-dire qu'ici, le coup de 3 a pour objectif de permettre au fou F1 de protéger le pion C4, et l'inconvénient d'enfermer le fou. E6, Anand joue la semi-slave, c'est-à-dire qu'ici, il enferme aussi son fou, et considère que le développement de son fou roi est plus important pour le moment. Cavalier F3, A6, et ici nous donc retrouvons complètement la position que nous avons vue déjà lors de la deuxième partie et la quatrième partie. Mais Guelfand va décider de différer des deux premières parties. Souvenez-vous, lors des deux premières parties, il avait joué B3, mais fou B4 l'avait en fait gêné. Il semblerait que pour le moment, ni Guelfand ni ses secondants n'aient trouvé un antidote satisfaisant. C'est pourquoi Guelfand va chercher une autre voie pour améliorer son jeu blanc. C'est-à-dire, il va éviter pour le moment de jouer B3, ce qui permettrait fou B4, mais plutôt jouer dame C2. Alors, donc Guelfand diffère tout simplement des deux premières parties, mais il montre toujours sa volonté d'éviter les terrains plus tactiques de l'Améran liés à fou D3. Dame C2 est en fait un moyen de différer pour le moment la sortie du fou F1 afin d'éviter la ligne de l'Améran. Alors un simple petit rappel, la ligne de l'Améran c'est fou D3, et dans ce cas de figure, les noirs en profitent pour prendre le pion C4, fou prend C4, suivi de B5, fou D3 et C5, une ligne très critique que Guelfand semble pour le moment véritablement éviter. Alors, Dame C2 doit donner des variantes plus positionnelles. Et ici, Anand a bien compris que son adversaire souhaite éviter les lignes trop aiguës. Il montre qu'il n'est pas surpris par Dame C2 et joue rapidement la suite critique qui offre de bons résultats en fait pour les noirs au niveau statistique. Il joue ici C5. L'idée est de déstabiliser au plus vite le centre blanc et d'ouvrir notamment la colonne C, où la dame blanche se trouverait mal placée. En effet, pour le moment, il y a du monde sur cette colonne C, mais très rapidement, la tour aimerait se placer ici en C8 pour poser des problèmes à la dame C2. Ici, il y a une telle tension au centre que les blancs doivent faire extrêmement attention sur la suite à tenir. Ils décident de jouer le coup le plus joué, c'est-à-dire pion prend D5. Ils souhaitent donc clarifier au plus vite la situation au centre. Donc Anand a plusieurs choix à sa disposition. Il pourrait éventuellement prendre avec le cavalier, ou alors prendre avec le pion. Ce sont généralement les positions les plus jouées. Mais s'il reprend avec le cavalier, ici, les blancs peuvent jouer cavalier prend cavalier, avec deux choix pour les noirs. Soit ils prennent avec le pion, soit ils prennent avec la dame. Si ils reprennent avec le pion, les blancs ont l'opportunité de prendre en C5, et ils ont à leur disposition donc un pion isolé en D5, c'est toujours un petit plus pour eux, avec une belle case de blocage sur D4. Donc c'est un jeu relativement correct pour les blancs. S'ils reprennent ici avec la dame, eh bien, les blancs ont deux suites possibles. Ils peuvent envisager un coup central avec une prise d'espace au centre liée à leur duo de pions, ce qui peut leur donner un jeu actif dans ce secteur. Ou alors, ils peuvent jouer B4 et exploiter donc l'aile dame en profitant du pion C5 qui est pour le moment cloué à cause de la dame qui pourrait prendre le fou C8.
Alors toutes ces options sont possibles à partir de la reprise du cavalier donc en D5. Anand évite cette possibilité. Il préfère ici reprendre avec le pion. En reprenant de cette manière, Anand conserve toujours un contrôle de la case E4 et maintient en respect ainsi la sortie du fou C1. Toutefois, ce pion peut devenir une cible de choix pour les blancs après un éventuel D prend C5. Alors, Anand semble prêt à assumer cette éventualité. Nous allons voir donc la suite. Les blancs ici jouent fou E2. Alors, pas question ici, enfin, de jouer D prend C5, ça serait bien dommage. On accélérerait le développement des noirs avec fou prend C5. Et ce n'est pas le pion D qui poserait problème aux noirs, parce qu'en fait, les noirs ont une meilleure mobilité de leurs pièces. Il faut tout simplement comparer la mobilité du fou C1 à celle du fou C8. On voit bien qu'il y a une sacrée différence en faveur des noirs. Donc cette configuration n'est pas favorable pour les blancs. Au niveau dynamique en tout cas. Ici, l'idée de jouer fou D3 aurait pu être possible, hein, parce que tout simplement le fou est bien placé avec son tandem, il contrôle aussi E4. Mais là, les noirs auraient comme option la possibilité de jouer cavalier C6, déjà avec une menace claire de jouer en B4. Ce problème est à régler rapidement. Et ce n'est pas D prend C5 qui va régler ce problème, puisqu'après fou prend C5, A3 par exemple, eh bien fou G4 donnerait un jeu agréable pour les noirs, pression sur le cavalier F3, domination de la case de blocage D4, avec possibilité de s'infiltrer via, enfin d'installer une tour en C8, avec attaque par rayon X sur la dame. Donc D prend C5 ne convient pas. On pourrait jouer A3 pour éviter justement la fourchette cavalier B4, mais dans ce cas de figure, les noirs peuvent mettre en place directement leur projet de jouer C4, avec ici deux cas de figure pour les blancs. Soit ils maintiennent leur fou sur sa diagonale en jouant fou F5, mais dans ce cas de figure fou D6, et le jeu des noirs me semble tout à fait agréable ici. On regarde bien que le fou C1 n'a toujours pas de bonne perspective. Soit les blancs décident de jouer fou E2, et dans ce cas de figure, les noirs peuvent tout simplement jouer B5 avec activation de leur majorité à l'aile dame, ce qui ne doit pas particulièrement plaire à Guelph. En tout cas, il n'a pas choisi cette voie. Il préfère ici jouer fou E2 pour ne pas donner prétexte aux noirs de pousser C4 au bon moment. Donc fou E2, fou E6. Les noirs souhaitent pour le moment consolider leur centre, donc le pion D5, tout en libérant au plus vite la colonne C. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. La dame C2 pourrait se retrouver mal placée face à une tour C8. Les blancs jouent ici petit roc, donc rapidement ils mettent en sécurité leur roi, mais c'est surtout pour le centre en fait, parce que la tour pourra se recycler en D1 et faire surprotection du pion D4 et attaquer en ligne de mire donc le pion D5 éventuellement. Donc cavalier C6, il est préférable de jouer le cavalier C6 de cette manière. Déjà, il a la possibilité de faire pression sur le centre en D4, mais aussi d'intervenir sur certains cas en B4. Et puis en même temps, la tour A8 va pouvoir se placer en C8. Donc tour D1, je vous ai dit tout à l'heure que ce coup de roc, bien sûr pour protéger le roi, mais surtout pour placer la tour en D1, il est clair que l'objectif des blancs sera d'attaquer ce pion D5 qui est isolé, enfin façon de parler, mais simplement il n'est pas soutenu par les pions ici en C6 ou E6, donc ça peut être un objectif pour les blancs, et ils vont se concentrer essentiellement dessus. Donc maintenant, que vont jouer les noirs? Eh bien, les noirs vont jouer un coup paradoxal. Paradoxal parce qu'ils vont eux-mêmes prendre le pion D4. Alors, pourquoi Anand prend les devants et décide de lui-même de modifier la structure de pion au centre? Eh bien, on va s'en apercevoir dans quelques coups.
Le mérite de ce coup en tout cas est de forcer quelque peu les événements. Alors les blancs pourraient reprendre avec le pion D4, mais dans ce cas-là, eux-mêmes isolent un pion en D4, et puis tour à C8 pose déjà des problèmes dans la disposition de cette dame. Donc les blancs normalement vont reprendre ici avec le cavalier, c'est ce que souhaitait Guelfand, donc il ne va pas jouer contre nature. Ici, il le reprend avec le cavalier pour tout simplement conserver le fait d'attaquer sur la colonne D et avoir une colonne semi-ouverte. Donc il reprend avec une pièce. Cavalier prend D4, Anand continue sa politique de prise. Tour prend D4 pour conserver donc la pression sur le pion D5. Et voilà l'idée donc d'Anand, c'est de jouer fou C5. Anand finalement savait très bien qu'il allait gagner un tempo sur la tour blanche, ce qui est un plus pour les noirs. Cette tour va devoir ici se revenir en D1 pour conserver la belle pression sur D5. Mais les noirs possèdent maintenant un fou bien placé sur cette diagonale avec un contrôle de la case D4. Il ne faut pas oublier non plus que les blancs n'ont toujours pas réglé le problème de leur fou C1. Donc Anand compte justement sur ce problème de fou C1 pour compenser le problème structurel qu'il a avec ce pion D5 qui est maintenant isolé et en pleine ligne de mire par les blancs, visé par les blancs en tout cas. Alors, que va jouer Anand? Eh bien, il joue Dame 7 assez rapidement. Il anticipe le prochain coup blanc, qui va être de jouer Fou F3. Voilà donc aussi une idée dévoilée du coup Fou E2, c'est que ce coup de Fou va permettre tout simplement l'installation de celui-ci sur la case F3 en visant 3 fois le pion D5. Donc on voit bien la stratégie blanche qui était de viser le pion D5 essentiellement, c'est la principale clé de leur stratégie. Et Anand a-t-il les moyens de compenser donc ce problème stratégique par des moyens dynamiques? Eh bien, il semblerait que oui, puisqu'ici il va jouer très rapidement, non pas la protection de ce pion D5, car dans ce cas de figure, il peut y avoir des possibilités pour les blancs de régler plus rapidement le problème de leur fou. Alors évidemment ici, il y a beaucoup de possibilités, donc c'est difficile de préciser qu'est-ce qu'il pourrait jouer. Je pourrais proposer une suite suivante pour les blancs, c'est-à-dire ici B3, pour essayer de régler le problème de leur fou. Les noirs, quant à eux, vont éliminer le problème de leur pion cible, D4. Cavalier E4 afin de ne pas donner la main aux noirs, puisque le cavalier attaque doublement le fou C5, donc pas le temps pour le moment pour les noirs de jouer le pion E3, c'est-à-dire la prise en E3. Cavalier prend cavalier supprime donc le problème sur le fou C5. Dame prend E4, donc le tandem ici est créé pour attaquer le pion B7. D prend E3 pour éliminer ce pion D4 afin qu'il soit plus isolé et être une cible donc pour les blancs. Tour prend tour pour éliminer le problème de la tour prend D1. Dame prend ici pour éviter le dérocage et fou prend E3 afin de reprendre et de régler le problème du fou C1, donc attaque du fou C5, fou prend fou, dame prend ici, avec toujours cette pression sur le pion B7 et le clouage du fou E6, ne l'oublions pas, dame E7 pour protéger le pion B7, et dame A7 avec une position quelque peu plus active pour les blancs en raison de leur contre-jeu sur l'aile dame. Alors c'était simplement une variante proposée qui pouvait être envisagée et peut-être que Anand a évité justement ce coup de tour D8 pour ne pas tomber sur ce type de schéma. Il préfère ici jouer roc, et vu la vitesse à laquelle il a joué ce coup, eh bien, il semblerait donc qu'Anand soit toujours très bien préparé dans cette variante. Maintenant, les blancs vont devoir bien prendre le pion D5, puisque les noirs l'offrent, eh bien, il va falloir quand même relever le défi. Il faut prendre le pion D5 ici. Pas de piège à l'horizon, semble-t-il.
Donc les noirs prennent le cavalier, fou prend, cavalier prend et tour prend, et les blancs se retrouvent avec un pion de plus. Quelle a pu être donc l'idée d'Anand pour laisser les blancs prendre un pion aussi facilement? En fait, on peut s'apercevoir qu'il y a quelques petits soucis pour les blancs, et surtout le problème du fou C1 toujours pas développé, ce qui fait que ça rend plus difficile la liaison des tours. Et ce simple fait pose des problèmes donc de développement pour les blancs, et c'est ce qu'Anand souhaite justement. Il souhaite utiliser cette disposition blanche plutôt mal coordonnée pour en profiter afin de développer, en fait il souhaite développer très rapidement une tour, en fait les pièces lourdes, pour gagner du temps de développement. Donc ici il joue tour à C8. En jouant tour à C8, je vous avais dit tout à l'heure avec dame C2 que les noirs souhaitaient véritablement faire pression sur cette dame mal placée. On s'aperçoit ici que finalement elle est véritablement mal placée. Il y a eu une succession d'échanges qui a démontré ce fait. Alors avec cette dame C2, eh bien, les noirs menacent tout simplement fou prend E3. Donc il faut parer cette menace, et c'est là qu'intervient l'idée fou D2. Alors fou D2, c'est une bonne idée positionnelle qui montre l'état d'esprit de Gelfand. En fait, il préfère conserver un léger avantage, quitte même à rendre le pion, plutôt que de le conserver à tout prix sous peine de tomber dans un jeu plus aléatoire. Alors quel est ce jeu plus aléatoire? En fait, c'est vrai qu'il n'était pas obligé de jouer fou D2, il pouvait envisager dame D3, le premier coup qui peut venir à l'esprit. Puisqu'ils ont un pion de plus, eh bien, ils consolident la colonne D, et prépare éventuellement fou D2 suivi de fou C3. Et là, il se retrouverait avec un pion de plus. Donc dame D3, ce coup en fait semble plus ambitieux. Pourquoi Gelfand n'a pas joué ce type de coup? C'est une question que je me pose. Et il va falloir essayer d'y répondre pour mieux comprendre ce que la position a dans le ventre. En fait, on peut envisager ici que le fou C1 n'est toujours pas développé. Donc la tour A1 ne peut pas se mobiliser. Eh bien, on va continuer ici à harceler finalement les blancs pour attaquer la pièce active. Alors, de cette manière, eh bien, les blancs peuvent jouer G3, car s'ils prennent la tour, dans ce cas-là, tour prend D8, et là déjà, on a quelques soucis de développement pour le fou C1. Donc G3 pour éviter le mat du couloir, tour prend tour, dame prend, tour D8, afin d'activer au mieux les pièces noires sur la colonne D notamment. Dame F3 donc a le mérite d'avoir le contrôle de la case D1, et G3 donc permet au roi d'aller en G2. Et ici on peut envisager par exemple le coup dame D7, pour avoir un surcontrôle de la colonne D. Alors c'est difficile d'aller encore beaucoup plus loin ici avec les blancs, parce que il y a plusieurs cas possibles, mais on peut envisager pour ces derniers de jouer B3 pour régler enfin ce problème de fou C1. Et ici je ne vois pas réellement de compensation véritable du côté noir, puisque les blancs menacent tout simplement de jouer en B2 et de conserver leur pion de plus. Alors on peut regarder encore dame D1, pourquoi pas, dame D1, dame prend dame, on aurait pu jouer aussi roi G2, mais enfin dame prend dame, on voit un coup concret, tour prend, roi G2, et puis éventuellement donc l'idée fou A3 pour exploiter le clouage, mais là à chaque fois il y a quand même ce coup fou B2 qui a l'air de régler complètement le problème des blancs, et surtout il conserve ce pion de plus. Bon, je pense qu'ici cette variante mérite en tout cas débat, c'est-à-dire dame D3 pouvait peut-être être envisagée, en tout cas peut-être joué. Maintenant, s'il n'a pas été joué, éventuellement Gelfand a certainement vu plus loin. C'est à vous d'essayer de comprendre pourquoi. Je vous ai montré ici une variante possible avec les blancs. Maintenant, il ne reste plus qu'à la démonter. Alors, je vais regarder ici le coup fou D2. Fou D2 donc est un coup positionnel comme je vous l'ai dit.
Guelfand est prêt à redonner le pion de plus. Et ici, fou C3, voilà, donc en redonnant leur pion, les blancs permettent la liaison des tours, avec un jeu moins risqué positionnellement. Donc on voit bien l'état d'esprit de Guelfand qui est de ne pas prendre de risque, de ne pas donner à Anand la possibilité d'avoir du contre-jeu sur sa propre position. Fou B6 maintenant, et Dame F5. Dame F5, en fait, les blancs visent l'infiltration d'une tour. Alors c'est vrai que les blancs ont une centralisation un peu meilleure pour leurs pièces, et ils souhaitent en profiter. Ils auraient pu jouer le coup tour A D1 afin de centraliser au maximum leurs pièces, mais les noirs peuvent tranquillement ici jouer la politique d'échange par tour F D8, et ce n'est pas Dame D2 qui va poser des problèmes aux noirs. Après tour prend, Dame prend, tour D8, Dame F3, et bien le jeu s'équilibre ici, il n'y a pas de supériorité pour l'un ou l'autre camp. Alors Guelfand cherche une autre voie qui est de jouer Dame F5 avec l'idée de s'infiltrer via tour D7 et d'attaquer la cible ici B7. Mais là les noirs vont trouver une très belle manœuvre défensive qui profite de la faiblesse du pion F2. Ici ils jouent Dame E6. Ils acceptent carrément que les blancs prennent la dame, ce qui aurait pu se passer. Ici ils n'ont pas joué la prise de la dame, ils ont joué Dame F3. Mais si il y a prise de la dame, eh bien les blancs semblent tout simplement avoir créé une faiblesse durable, c'est-à-dire un pion E6 isolé. Mais il ne faut pas oublier les compensations dynamiques noires qui sont basées sur la pression sur F2. Alors on peut continuer un petit peu pour voir comment ça peut se passer, justement cette pression sur F2, par exemple tour D2, on protège le pion F2 et on conserve donc la possibilité de lier les tours. Ici les noirs peuvent envisager tour CD8. L'idée c'est donc de chasser la tour, et il y a différentes options pour les blancs. Si vous choisissez l'option de tenir la colonne D, là c'est mal tombé pour votre option, parce que il y a fou prend F2 qui donne l'avantage ici pour les noirs. Ils profitent en fait du clouage de la tour pour gagner un pion précieux. Alors si vous avez envisagé de jouer le coup de prise de la tour, eh bien ça peut évidemment s'envisager. Tour prend et roi F1 par exemple. Et bien après roi F7, on peut considérer que malgré le pion isolé en E6, la position est relativement égale ici, en finale. Le coup qui pourrait retenir l'attention, ce serait de jouer ici tour E2, qui maintient donc la pression sur le pion E6, qui protège le pion F2. Mais là aussi, les noirs ont encore du contre-jeu à leur disposition, c'est le coup E5. L'idée de ce coup de pion est de jouer fou D4, carrément, et d'attaquer directement le pion C3. Mais évidemment, vous allez me dire, on peut prendre le pion E5. Si on prend le pion E5 donc avec le fou, si on prend avec la tour, dans ce cas-là c'est le pion F2 qui tombe. Et bien si on prend avec le fou, maintenant les noirs peuvent en profiter pour clouer ce fou E5, et il y a une surcharge. La tour doit protéger le pion F2 et en même temps le fou E5. Ça pose donc des problèmes de défense pour les blancs. Les blancs. Donc ici tour A E1. Mais là, on peut faire un sacrifice de déviation. Tour prend fou, tour prend et fou prend F2. Calme les blancs, parce que ici malheureusement l'échec est très dangereux. Roi H1, fou prend tour, tour prend. Et ici le simple tour F2 donne un avantage concret donc pour les noirs. Il va falloir protéger le pion B2 qui est une nouvelle cible pour les noirs, tour B1, et les noirs ici conservent un jeu supérieur en raison de leur meilleur placement de tour qui conserve ici une place de choix sur cette deuxième rangée. Donc on s'aperçoit sur ces différentes variantes, il peut y en avoir d'autres bien sûr, mais celles-ci sont un exemple, que la prise de la dame donc ne serait peut-être pas extraordinaire pour les blancs, en raison de l'activité sur le pion F2.
C'est pour cette raison que les blancs ont joué ici Dame F3. Ils permettent donc de protéger la tour D5 tout en gardant intact le pion F2, c'est-à-dire ils protègent aussi le pion F2. La colonne F n'est pas ouverte. En jouant de cette manière, les noirs décident de jouer F6. Alors c'est un léger affaiblissement de l'aile roi, mais ça permet de contrôler l'importante case E5 qui empêche la tour d'aller en E5 ou le fou éventuellement d'aller sur cette case. H4. Alors H4 c'est un coup agressif mais dont le but est véritable et d'offrir une case de sortie au roi tout simplement. Alors on aurait pu jouer avec les blancs ici tour A D1, mais les noirs auraient tranquillement proposé l'échange des tours pour simplifier la position et pour s'orienter vers une nulle tranquille. Exemple, tour prend, fou prend, et dame prend B7, ça paraît être un bon coup, mais dame prend A2 suffit, G3, et là le coup de recyclage, ça mérite donc une petite pause pour le trouver. Si vous avez vu l'idée dame B1, roi G2 et dame D3, bah c'est très bien. Vous protégez en même temps le fou D8 et le pion A6, et la position doit être tranquille pour les noirs. Donc les blancs ici cherchent à jouer H4 pour être un peu plus agressif. Mais les noirs jouent ici un coup de consolidation tout à fait tranquille. Ils jouent ici dame C6 afin d'opérer à une simplification pour rentrer dans une finale nulle. H5 ici, tour FD8, proposition donc d'échange. Les blancs acceptent cette proposition, tour prend D8 et dame prend C6. En fait, c'est pour cette raison qu'ils ont accepté l'échange. C'est pour créer une faiblesse durable chez les noirs, c'est-à-dire le pion isolé en C6 sur une colonne semi-ouverte. Mais les noirs ont quand même des compensations à cette faiblesse structurelle, c'est-à-dire la maîtrise de la colonne D et surtout la possibilité d'interdire toute infiltration sur la colonne E grâce à l'arrivée du roi en F7. Donc tour E1, roi F7. Les noirs ont consolidé parfaitement leur position. Impossible pour les blancs de s'infiltrer. Ils vont tenter G4 afin de prendre de l'espace sur l'aile roi. Mais les noirs vont vite calmer le jeu agressif des blancs par une simplification, une proposition à nouveau d'échange en jouant fou D4. Il pose encore un dernier petit piège, c'est-à-dire ici, si vous avez choisi de jouer tour D1, ce serait quand même bien dommage, puisque fou prend F2, eh bien roi prend F2, et vous avez loupé l'occasion d'annuler contre donc Anand, puisqu'ici Anand va gagner avec sa qualité de plus. Non, si vous jouez comme Guelfand et vous jouez tour C1, bah vous protégez tranquillement le fou D4. Les noirs vont jouer fou prend C3, tour prend C3, avec pression donc sur le pion cible. Et ici, tour D4, les noirs proposent tout simplement la nulle, puisque la pression sur le pion G4 est assez tonique ici. Alors la nulle est acceptée bien évidemment par Guelfand. On va voir pourquoi. Si Guelfand décide de jouer F3, eh bien ici il y a une belle petite nulle assez sympathique, c'est-à-dire ici tour D1 échec, roi F2, tour D2 échec, roi E3, tour prend B2. Donc les noirs ont un pion de plus. Les blancs ont l'opportunité de jouer tour prend C6, et ici tour prend A2. Et là, le fait d'avoir joué le pion H4 en H5 a été très utile, puisque les blancs ont l'opportunité de jouer tour E7 échec. Le roi, pour éviter la perte du pion G7, va aller en G8 ou F8, c'est pareil. Et les blancs ont à leur disposition une répétition de coups qui leur permet de tenir la position et d'annuler. Donc ça, c'est la première des possibilités. Et puis il y a la possibilité de prendre directement le pion C6, mais dans ce cas de figure, tour prend G4, roi F1, A5, avec un jeu équilibré, on va dire majorité des blancs du côté de l'aile dame, et majorité des noirs donc du côté de l'aile roi. Les noirs possèdent aussi une belle position de la tour bien active sur cette quatrième rangée, ainsi que sur la colonne G. On peut dire que les chances ici sont équilibrées.
Donc, au moment de tour des 4, finalement, les noirs et les blancs ont accepté de partager les points. Et c'est à nouveau une nulle donc dans cette série de parties. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite sur la 7e partie? Eh bien nous allons le voir donc lors d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.